Ok, alors le Cercle Richelieu, c'est une association que nous avons créée avec deux amis en septembre-octobre 2017, donc il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Et donc on est parti d'un constat, en fait, on est trois personnes qui ont un niveau de culture qui est assez élevé et qui ont des diplômes assez importants. Et on était tous les trois sur des lignes royalistes assez différentes. Et tous les trois, nous avons pris parti pour des prétendants différents, d'ailleurs. Et on s'est dit, ce serait bien quand même d'essayer d'élaborer un corpus de textes ou d'élaborer une pensée qui nous rapprocherait du moment d'une éventuelle restauration royaliste en France. Alors on est parti de deux constats. Le premier, c'est que on ne sait pas quelle forme cette restauration pourra prendre. Et le deuxième, c'est on ne sait pas ce qu'il faudra faire nécessairement une fois que la restauration sera accomplie. Quel devra être le programme politique du roi et de son entourage. Et donc, on s'est dit, on va s'organiser en think tank, même si on n'aime pas du tout les anglicismes au Cercle Richelieu, donc on va dire en groupe de réflexion autour de ces deux thématiques. Donc, essayer d'élaborer les scénarios qui pourraient nous rapprocher du moment de la restauration et essayer d'élaborer les grandes lignes politiques qui devraient être le programme politique de la royauté restaurée. Donc pour ça, on s'est dit on va créer notre association, on va partager sur les réseaux sociaux des textes, on va nous-mêmes écrire des textes. Donc deux des membres du cercle actuellement sont en train, moi-même et un autre, nous sommes en train d'écrire un ouvrage sur la royauté. Et on s'est organisé, alors petit à petit maintenant on n'est plus trois, on est 12. On s'est organisé en espèce de petits comités sur certains points, sur les affaires étrangères, sur les affaires intérieures, sur l'économie, sur la sécurité, notamment l'aspect militaire, puisque moi-même j'ai un lien assez fort avec l'armée et un des membres fondateurs de notre cercle est un officier de l'armée française également. Et donc voilà, on essaye d'élaborer un corpus où d'un côté on essaye de répondre à la question comment faciliter le rétablissement du roi sur le trône de France, et d'un autre côté, qu'est-ce que devra faire le roi une fois qu'il sera sur le trône. Donc évidemment, comme on a tous une pensée qui est plutôt nationaliste, conservatrice, cela on se rapproche un petit peu de votre pensée, ben, on est plutôt sur une ligne justement nationaliste, sur ce que devra faire le roi une fois qu'il sera arrivé au trône, et on essaye d'imaginer les différentes manières pour le roi de se rapprocher du moment où il pourra reprendre le trône qui est le sien. Donc voilà, on est organisé, comme je dis, en petits comités. Il y en a 6 actuellement, et chaque membre essaye de donner un apport au niveau de son domaine d'expertise. Et quand j'aurai fini ma thèse de doctorat que je fais actuellement et mon livre sur le royalisme, et quand un autre membre aura fini son livre qu'il écrit lui-même sur le royalisme, eh nous nous mettrons tous ensemble pour écrire un manifeste sur le royalisme qui se voudra déjà une espèce de réponse à Étienne Chouard et, euh, et à sa pensée, mais aussi, pourquoi pas, un plan de bataille pour le royalisme contemporain. Voilà. Très bien. Alors, j'ai noté qu'il y avait la production de textes. Alors, est-ce que ce sont des mémoires? C'est quoi exactement ces types de textes? Ce sont des petits articles ou alors, par exemple, nous ici, on est vraiment pour la production de mémoires d'une quarantaine de pages, à l'instar des think tanks déjà existants comme Terra Nova, Fondapol, etc. Où vraiment on veut analyser une situation, y apporter des solutions. Est-ce que là, c'est vraiment, quelque chose, de court, de long, c'est juste des petits textes jetés comme ça? Et j'ai bien noté également, le manifeste. Alors le manifeste, pour l'instant, ça serait quel type à peu près de lignes également? Alors les textes qu'on écrit actuellement, sur notre site internet, il y a quelques articles, mais pas beaucoup, puisqu'on est en train de tout reprendre. On a supprimé le précédent site internet, on est en train de recréer un autre, où là on met des petits textes, mais surtout qui ont vocation historique en ce moment. Le texte que j'écris actuellement, c'est un ouvrage qui s'appellera Idéologie du royalisme de l'avènement de Clovis à aujourd'hui. Et le texte qu'écrit un compagnon, c'est celui avec qui je travaille, c'est sur l'art entourant la royauté. Donc ce sont des textes, ce sont des livres, hein, vraiment des ouvrages de 300-400 pages. Et une fois qu'on aura fini ces ouvrages, on s'attellera vraiment à un manifeste qui lui sera beaucoup plus court, sera
30, 40, 50 pages maximum, quelque chose comme ça. Et je pense qu'à terme, on va essayer de produire véritablement des textes, là nous aussi, de 30, 40 pages sur les différentes thématiques, politique étrangère, politique intérieure, sécurité défense, économie, etc., qui montreront notre vision des choses sur ces différentes thématiques. Très bien. À l'heure actuelle, quelles seraient un petit peu les grandes lignes, de ce programme? Par exemple, bon, en matière, politique, est-ce que ce serait plutôt une monarchie parlementaire, monarchie absolue, directe? Est-ce que ce serait décentralisé, unitaire? Et d'un point de vue économique, quelles seraient à peu près les grandes lignes à l'heure actuelle? Quelle est la tendance qui se dégage, du cercle Richelieu? Alors, d'un point de vue politique, on rejette au cercle Richelieu le parlementarisme et personnellement, même je vais plus loin et je pense parler au nom de plusieurs membres du cercle en disant on rejette le principe de l'élection elle-même. Comme ne pouvant de toute façon pas aboutir à une décision réelle, à une prise de décision réelle. Et nous, on cherche justement à rétablir une royauté de plein droit, c'est-à-dire dans lequel le roi aura l'occasion réellement d'exercer le pouvoir. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il exercera un pouvoir absolu, puisque la monarchie absolue n'a jamais existé. C'est un fantasme républicain qui a été conçu pour essayer de donner une image de la royauté, une image tyrannique, on va dire, de la royauté française. Donc nous, on n'est pas pour l'élection, on n'est pas pour le parlementarisme, on est pour le roi, mais on n'est pas nécessairement pour un roi qui aurait tous les pouvoirs dans sa main. En tout cas, s'il les a, il y aura des freins naturels, comme l'aurait écrit Claude de Seyssel au XVIe siècle. Ces freins naturels, ça pourrait être l'opinion publique, ça pourrait être sa conception de la religion, ça pourrait être aussi ses conseillers, des organes consultatifs. On peut imaginer une ribambelle d'organes consultatifs sur les différents sujets économiques, politiques, etc., etc. Éventuellement la cour du roi, s'il y a lieu qu'il y ait une cour dans la royauté du XXIe siècle. Je ne sais pas si c'est toujours une bonne option. Sur les autres plans, alors sur le plan économique par exemple, nous méfions beaucoup du libéralisme économique, puisque nous considérons que le libéralisme économique est lié de toute façon au libéralisme sociétal. Donc, si on accepte le libéralisme économique, fatalement, à un moment, on ne pourra pas rester sur une ligne conservatrice en matière sociétale. Donc, ce serait laisser entrer le loup dans la bergerie. On aurait une vision, nous, beaucoup plus économique, d'une économie protégée par le roi et par l'État national. Vous m'avez posé aussi une question entre économique et politique. Je me souviens plus quelle était notre vision j'ai oublié. État, centralisé Ou décentralisé, oui. décentralisé ou unitaire. La ligne économique, bon, ça a été répondu. Alors, il y a peut-être un point qui justement va être le plus délicat à répondre, c'est celui du successeur et comment sera nommé le roi. Alors ça, c'est l'épineuse question de tous les mouvements royalistes. Alors, je vais répondre d'abord à la première, donc État centralisé ou décentralisé. Personnellement, je trouve dommage qu'après X siècles à tenter de centraliser l'État français, on essaye aujourd'hui absolument de le décentraliser. Moi, je suis un tenant de la déconcentration, ce qui n'est pas pareil que la décentralisation. La déconcentration, c'est la création on va dire de structures un petit peu comme les préfets qui représentent l'État sur des collectivités, sur des découpages administratifs. La décentralisation, c'est le fait de donner un pouvoir à des collectivités qui sont élues comme les maires, les conseils régionaux, les conseils départementaux. Ça, c'est une mauvaise chose. Ça dilue le pouvoir politique, ça crée des nouvelles féodalités. Donc nous, au Cercle Richelieu, on est plutôt sur la tendance déconcentration que sur la tendance décentralisation. Sur la question de la succession, c'est vrai que chez les royalistes, on parle beaucoup déjà du conflit majeur entre la branche Orléans et la branche espagnole des Bourbons. Et surtout, est-ce qu'on doit penser à élire le roi? Est-ce que même vous avez des providentialistes chez les royalistes qui considèrent que de toute façon Dieu il pourvoira toujours? Nous, on est pour le principe héréditaire par primogéniture mâle. Donc, c'est-à-dire la règle fondamentale de l'ordre de succession royale, qui, malgré tout, en 10 siècles, plus même d'existence de la royauté, a plutôt prouvé de bonnes choses. Généralement, la succession par hérédité a plutôt porté au pouvoir des rois
on va dire de correct à très bon. Et nous, on est pour la succession héréditaire par primogéniture mâle, donc c'est-à-dire le premier enfant mâle du roi, tout simplement. D'accord, d'accord. Donc il y a pas de d'accord, il y a pas vraiment de prise de position. Alors je suis assez étonné, d'entendre quand même, comment dire? Que ce n'est pas une décentralisation, à l'instar, de ce qui est quand même proposé par la grande majorité des mouvements royalistes, que ce soit l'Action française ou la Nouvelle Action royaliste. Mais c'est une erreur fondamentale pour moi d'ailleurs parce qu'en plus, le problème c'est que les différents mouvements royalistes parlent beaucoup de régionalisme. Et c'est vrai, il existe un régionalisme en Bretagne, en PACA, et même, on va dire, dans à peu près toutes les régions de France, il y a des valeurs locales que généralement les mouvements royalistes essayent un petit peu de rehausser pour les utiliser et les lier un petit peu à la culture royaliste. Sauf que le travail quand même de nos rois pendant des siècles et des siècles, ça a été de centraliser le pouvoir. Et je précise, on dit souvent, oui, mais on est à une époque où justement on décentralise le pouvoir. Premièrement, pas partout. Et deuxièmement, c'est pas parce que tout le monde fait des erreurs qu'il faut nous aussi les faire. Nous sommes un pays qui a vocation à être uni, à être relativement centralisé. Je précise qu'on n'est même pas 70 millions de Français sur un territoire national qui est pas si vaste que ça. Donc, malgré tout, je veux dire, la centralisation, c'est pas quelque chose, c'est pas nécessairement communiste. Donc, moi, je suis sur le principe de déconcentration, véritablement, c'est-à-dire de créer des représentants du pouvoir. On a le préfet, on a maintenant les préfets de région depuis quelques années. On pourrait aussi avoir des préfets de municipalité, par exemple. Ça me semble beaucoup plus cohérent et en rapport avec ce qui a été le travail de nos rois pendant très longtemps que décentralisé, qui est un principe quand même hautement républicain et qui est mis en place depuis la deuxième partie du XXe siècle surtout. Oui, on est tout à fait d'accord. Alors après, il y a peut-être une question, mais ça m'est venu en message privé. J'ignore pourquoi la personne n'a pas voulu, la poser directement. Heu Quel est un petit peu, votre rapport par rapport au bonapartisme? Est-ce que vous le prenez comme une application du royalisme, providentialiste? Est-ce que vous le prenez comme quelque chose dont il faut garder, un héritage quand même ou absolument rejeter? Quelle est votre position par rapport à cela? Alors, le roi devrait être le roi de tous les Français de toute façon. Et il ne s'agit pas de rejeter Napoléon Bonaparte, Napoléon et le bonapartisme avec lui. Napoléon Bonaparte, c'est un météore. C'est un génie qui traverse le ciel à un moment. Génie militaire, génie civil. Il ne s'agit pas de le nier. Voilà, je veux dire, qui n'a pas découvert en partie l'histoire de France grâce à Napoléon Bonaparte? Qui n'a pas tremblé en revivant la campagne d'Italie, en tout cas la première campagne d'Italie plus que la deuxième, la campagne d'Égypte, qui n'a pas réfléchi, enfin, voilà, on a tous vécu ça, donc il ne s'agit pas de le nier. Il ne s'agit pas de le nier. Maintenant, Napoléon Bonaparte, c'est quand même aussi, on va dire, la tentative avortée de concilier République et royauté, avec un soupçon de voile d'empire romain dessus. Euh, Nous, ça ne nous convient pas, évidemment, mais on ne rejette pas Bonaparte, on ne rejette pas le grand Bonaparte. Il aura toujours sa place dans les livres d'histoire, il aura toujours sa place dans l'histoire de la science politique, en particulier la science politique française. Néanmoins, Napoléon Bonaparte, fanatisme avec lui, ça a été pendant longtemps l'idée d'un empire. Et l'idée d'un empire est inconciliable avec l'idée de nation. L'idée de nation qui est quand même intrinsèquement liée à l'idée de royauté, malgré tout, parce qu'on a essayé d'opposer les deux pendant très longtemps, mais la royauté, elle s'est axée sur la nation franque. Donc, un empire, ce n'est pas ça. Un empire, c'est un conglomérat de plusieurs nations. Et si un représentant du bonapartisme devait arriver aujourd'hui et nous expliquer que une restauration impériale est possible, il faudrait lui expliquer alors la phrase de Talleyrand au moment où Napoléon est en train d'être abandonné par tout le monde. Pour survivre, il aurait dû changer d'empereur des Français à roi de France. Parce qu'en fait, il aurait fallu se contenter, entre guillemets, des frontières nationales. Chose qui était impossible pour Napoléon Bonaparte et qui a causé sa perte, évidemment. La royauté, c'est les frontières
nationales. Les frontières qu'on a mis tant de mal après tant de siècles et tant de guerres à instaurer, c'est la royauté. Et après, le rêve de quelque chose de bien plus grand, c'est Napoléon Bonaparte. Mais c'était surtout un rêve personnel, un grand rêve, un magnifique rêve. Jacques Benoît Méchain, d'ailleurs, dans sa liste des grands qui ont essayé de concilier l'Orient et l'Occident et d'établir un grand empire, il cite Napoléon Bonaparte. Il en fait un livre d'ailleurs sur Napoléon Bonaparte et il a raison. Mais c'est inconciliable avec le nationalisme et avec le royalisme. Très bien. Alors, j'ai reçu des réactions en message privé. Bon, apparemment, certains ne sont pas satisfaits de la réponse. Par contre, j'ai reçu d'autres questions pour revenir lorsque nous abordions le sujet de la décentralisation et la déconcentration. Alors bon, on va y revenir rapidement. Alors la question, je la lis telle que: est-ce que la démocratie locale n'est pas bienfaisante comme dans la vision maurassienne, en sachant que l'idéologie a beaucoup moins de sens au niveau local, et en particulier en campagne et dans les moyennes villes, pour redonner aux habitants le choix de l'orientation du développement de leur municipalité? Très belle question, très élégante, très bien dit. Alors, c'est le concept même de démocratie, je pense, qui est une erreur. C'est-à-dire croire, enfin, c'est pas le fait que le peuple ait le pouvoir, c'est le fait de faire croire au peuple qu'il va avoir le pouvoir en votant. Effectivement, Maurras n'est pas opposé à ça. Et surtout, on pourrait imaginer que sur le plan local, on le dit souvent, sur le plan local, l'idéologie politique ne rentre pas réellement en compte. On peut avoir des gens très compétents en ayant des idéologies politiques qui soient divergentes avec la nôtre et qui pourtant sont de bons maires. Alors, je vous mets quand même au défi de me citer un maire dans une grande ville de France qui fait du bon boulot et qui a une idéologie qui est radicalement différente de la nôtre. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'une grande ville du Sud-Est qui a le même maire qui parle avec un accent comme ça depuis un petit moment, et c'est une catastrophe. Et le pire, c'est que ce maire se présente comme de droite. Dans chaque grande ville, c'est toujours pareil. Alors après, sur des petites et moyennes communes, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer effectivement une démocratie locale? euh, C'est donner le problème dans ces démocraties locales, même pour des petites et moyennes communes, c'est donner un pouvoir souvent extrêmement important à des gens qui, même s'ils pensent bien faire, souvent n'ont pas nécessairement les compétences pour gérer un budget qui, même pour des petites villes, et de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros. Je vais prendre comme exemple la ville dans laquelle habite ma fiancée et future épouse, qui s'appelle Morigny-Champigny, qui est en Essonne, qui a eu pendant très longtemps un maire qui s'est comporté un petit peu comme un dictateur et qui a créé c'est une ville, Morigny-Champigny, de 3800 habitants, je crois, quelque chose comme ça, et qui a créé un complexe sportif, mais un truc hallucinant, qui pourrait accueillir les Jeux Olympiques, par rapport à une ville de 3800 habitants, et qui a laissé les finances de la ville dans un état lamentable. Combien de petites et moyennes villes dans ce pays ont des finances dans un état lamentable? Même si le maire a voulu bien faire, il a surdéveloppé des communes qui n'avaient pas besoin nécessairement des infrastructures. Et au final, combien de bons maires, finalement relativement peu, ou en tout cas combien de maires qui n'ont pas grévé les finances locales? Il n'y en a pas tellement, ce qui ne veut pas dire que c'est des idiots, ce ne veut pas dire que c'est des salauds nécessairement. Ils ont fait ce qu'ils ont pensé devoir faire, mais à un moment on a laissé beaucoup de pouvoir, et c'est ça le problème du maire, c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir, à des gens qui n'avaient pas nécessairement les compétences pour. Alors que peut-être les villes auraient été mieux gérées par des fonctionnaires d'État. Alors peut-être pas des fonctionnaires de la République qui sont souvent très mauvais, mais peut-être par des fonctionnaires mieux formés. Très bien. Alors bon, cette fois-ci, j'ai eu des réponses assez positives par rapport à cette réponse. Merci. Alors, on me fait noter que ça serait une vision assez néo-socialiste dans le sens technocratique, dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. La personne insiste beaucoup sur cet aspect-là, et il demande comment vous appréhendez les corps constitutifs ou le corporatisme. Et je tiens à signaler qu'il y a une vidéo à ce sujet sur la chaîne YouTube du Cercle Richelieu que je vous invite à voir. Absolument. Alors, je précise qu'à l'époque où on a fait cette émission, d'ailleurs, sur la chaîne du Cercle Richelieu, mes connaissances en termes de corporation étaient très moyennes. Aujourd'hui, elles ont augmenté. Alors, elles ont pas, je suis pas un expert des corporations, mais je vous avoue que j'en ai discuté avec la personne qui est spécialement en charge du comité économique au sein du Cercle Richelieu, et nous nous sommes mis d'accord pour que je puisse l'assister désormais dans son travail, et pour qu'on mette les corporations au centre de notre réflexion. Nous sommes particulièrement en faveur
du système corporatif. Néanmoins, soyons honnêtes, dans ce pays, actuellement, le système corporatif serait complètement déprécié par un système qui s'oppose au système corporatif, qui est le système syndical. Donc sur ça, on peut d'ailleurs lire Georges Valois, La monarchie et la classe ouvrière, où il le dit lui-même d'ailleurs. Il dit il faut que les syndicalistes nous rejoignent, parce que c'est nous qui allons faire la révolution sociale avec les corporations. Mais tant que les syndicats seront noyautés, on n'arrivera pas à faire notre système de corporation parce qu'on s'opposera entre nous, on s'opposera entre syndicats et corporations. Donc, il faudra en arriver à l'élimination des syndicats. Mais pour les corporations, pour moi, ça fait partie justement des freins naturels de la royauté qui peut du coup être freiné dans ses pouvoirs, non pas nécessairement par un parlement égoïste et élu par je ne sais qui, mais par des corporations de métier. Alors, néanmoins, pour que ça marche, il faudrait redonner du sens. En fait, c'est tout un système à mettre en place. Là, il faudrait redonner du sens véritablement à la notion de métier. On est dans une époque où nous sommes dans une notion de travail qui est en plus favorisée déjà par le président qui est en place actuellement et aussi par le système républicain qui est le règne de la quantité au détriment de la qualité, pour paraphraser René Guénon. Fatalement, c'est pas possible. Remettre le système des corporations aujourd'hui, c'est pas possible parce que voilà, ce serait mettre un système des corporations, des livreurs, des livréos ou de n'importe qui. Voilà, ils ont des travaux, ils ont des travails, ils n'ont plus de métier. Donc il faut remettre le métier au centre de notre réflexion des corporations. Et dans ce cas-là, ça pourra avoir un avenir en tant que concept économique. Et ça, c'est ce que nous voulons faire. Et en le liant, par exemple, avec nos réflexions en termes d'éducation, puisque moi, je le dis souvent, je suis prof dans l'éducation nationale. Et oui, c'est un blasphème. Oui, j'ai rejoint les plus salauds des salauds, mais voilà, permet de vivre et malgré tout, ça m'empêche pas de penser ce que je pense. Eh bien, dans l'éducation, enfin, en tout cas, dans ce qui s'appellerait plutôt, peut-être pas l'éducation nationale, mais l'instruction nationale, on va dire, dans le régime monarchique, il faudrait remettre le métier au cœur de l'avenir de ces jeunes et après pouvoir les former pour justement créer des grandes corporations de métiers. Voilà. Et oui, c'est extrêmement important, les corporations, pour le cercle Richelieu. On travaille dessus en ce moment. Alors là, l'auditoire est séduit. Hein. Je cite: j'aime cet homme. Voilà. Excellente référence, Valois, Guénon. Là, pour le coup, il y a des personnes qui vont s'abonner à la chaîne du Cercle Richelieu et le Cercle Richelieu va accueillir de nouveaux membres, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Alors, par contre, cette fois-ci, une question un petit peu plus sensible, c'est celle de la religion. Parce que on met souvent, lorsque l'on parle de royauté, le droit divin et donc, pour certaines personnes, il y a une assimilation obligatoire de la religion catholique qui s'impose comme la religion d'État officielle. En cas de restauration, quel serait le statut de la religion catholique et les autres religions en opposition? Alors déjà, quelle religion catholique? La religion catholique des pantins de l'aristocratie ecclésiastique qui nous explique qu'on doit accueillir plein de migrants, ou la religion catholique du curé de campagne qui se bat tous les jours pour venir en aide à ses ouailles. Moi, ma religion catholique, c'est celle-là, c'est celle du curé de campagne, c'est pas celle de la hiérarchie catholique qui trahit son peuple. Oui, la religion catholique, elle a un sens. Elle a un sens dans la royauté. La royauté française est la fille aînée de l'Église. Elle a un sens, mais il faut aller plus loin que ça. C'est la spiritualité qui a un sens. Moi, je ne veux pas d'une république couronnée. Je veux pas d'un régime qui soit uniquement matérialiste et qui ne soit lié en rien à Dieu et à la conception qu'on puisse avoir du divin. Moi, il me faut un roi qui tremble le soir en se demandant s'il sera jugé par Dieu pour les actes qu'il a accomplis durant sa journée. Maintenant, la place spécialement de la religion catholique, oui, elle doit être importante parce que la religion catholique est liée à la monarchie, est liée à la royauté française, pardon. Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit une vraie religion catholique. Pour les autres religions, je précise que la royauté française a connu des religions minoritaires, les religions protestantes, la religion judaïque, et même s'il y a eu parfois des relations un peu troubles, d'ailleurs plus avec les protestants qu'avec les juifs, parce que les protestants étaient un État dans l'État à ce moment-là, à la fin du régime, en tout cas sous Louis XVI, etc., les protestants et les juifs étaient bien traités et tout à fait normalement traités.
dans la royauté française du XXIe siècle, les protestants et les juifs ne seront pas et les musulmans, puisqu'il y en aura fatalement, j'imagine, ne seront pas traités en citoyens de seconde zone. Mais un peu comme dans le régime anglais, ce coup-ci on pourrait dire, la reine et la chef de l'église anglicane, le roi devrait être le chef de l'église gallicane, pour moi. En tout cas, et c'est sensiblement pareil pour notre vision des choses chez à peu près tous les membres du cercle Richelieu. Il faut en tout cas, il faut lier le roi à une spiritualité. Il le faut. C'est obligatoire. Sans ça, nous sommes une république couronnée. Et une république couronnée, ça sert juste à poser pour des photos dans gala. Et on fait pas la révolution pour gala, pour France, je sais plus quoi, France Soir, etc. Très bien, parfait. Et quel serait le statut donné aux autres religions, notamment la si controversée religion musulmane? Alors je sais qu'il y avait eu une vidéo YouTube du cercle Richelieu, c'était comment le djihad est arrivé en Europe. Mhm. Mais quelle position le cercle Richelieu, en tout cas dans son manifeste ou en cas de restauration, comment contenir tout en tolérant l'islam, c'est-à-dire accepter la religion musulmane et pour autant éviter ses dérives? Quelles seraient les solutions du cercle Richelieu et le statut accordé à cette religion et également les autres, pourquoi pas notamment le judaïsme? Alors, pour l'islam, je vais vous dire très simplement, les musulmans aiment la force. Voilà, ils n'aiment pas la faiblesse. La faiblesse de la République actuellement, ils le voient comme si Marianne en trouvait les jambes et leur demandait de venir la retrouver, sans vouloir faire d'images un petit peu puériles. Les musulmans aiment la force. Je le sais parce que j'en ai côtoyé extrêmement, j'en ai côtoyé beaucoup, beaucoup dans ma ville d'origine et dans la cité où j'habitais. Et fatalement, il faudra avoir une position de force, il faudra être très clair sur ce qu'on attend des musulmans, c'est-à-dire leur dire vous n'êtes qu'une minorité dans ce pays, nous ne vous rejetons pas en tant que groupe, il va falloir vous adapter à notre mode de vie. Et notre, on va dire la liste des privilèges qu'on vous donne, ça s'arrête aujourd'hui. Voilà. Vous n'êtes pas des citoyens inférieurs, mais vous n'avez plus les privilèges qu'on vous donne et on ne vous donne plus la place dans l'espace public que vous croyez avoir, que vous croyez mériter. En tout cas, vous êtes une minorité et vous le resterez. Mais finalement, ce sont les mots que prononce Vladimir Poutine pour les musulmans russes. Je précise que voilà, la Russie, c'est 140 millions d'habitants, c'est 40 millions de musulmans. Et ça se passe bien. Et Vladimir Poutine a expliqué pourquoi. Il a dit parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils sont russes. Musulmans, c'est autre chose. Bien voilà, ce sera la même chose qu'on attendra d'eux. J'attendrai d'eux qu'ils soient des sujets du roi de France. On attendra d'eux qu'ils soient des sujets du roi de France, qu'ils soient des Français. Et musulmans, c'est autre chose. Ils pourront continuer à avoir leur culte, comme toutes les autres religions d'ailleurs. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui a de la spiritualité, personnellement, je m'estimerais toujours plus lié à quelqu'un qui croit réellement en quelque chose, à un principe supérieur, qu'en quelqu'un qui croit uniquement dans le secrétaire général des Nations Unies ou dans la Commission européenne. Mais voilà, ça s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant et pour être bien sûr que ça s'arrête maintenant, on remet en place plusieurs lois qui existaient auparavant dans les années 80, ils ont été supprimés dans les années 80-90 sur la francisation des prénoms et des noms de famille au moment de la naturalisation. Tout simplement. Et ce sera lié aussi avec la suppression du regroupement familial et tout un tas de lois, de règlements qui auront lieu sur le sujet et qui cantonneront les musulmans à ce qu'ils sont, c'est-à-dire une minorité, sans irrespect. Et pour les autres religions, ce sera toujours un petit peu la même chose. Par contre, la religion catholique, comme je l'ai dit, devra également faire un gros effort pour essayer de redevenir une religion de la spiritualité et non pas une religion très matérielle axée uniquement sur l'aide aux pays les plus pauvres comme c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Alors, sur cette réponse, on me demande juste des précisions. C'est si cette vision de l'islam, ça serait un islam adapté à la France, un islam français, c'est-à-dire qu'il faudrait revoir le dogme en France, ou s'il n'y a pas besoin d'intervenir dans le dogme musulman? Alors, à partir du moment où on a fait des Français, il y aura plus besoin d'intervenir dans le dogme musulman parce qu'en plus, ce sera très compliqué. Soyons honnêtes, intervenir
pour dire à une religion, ce n'est pas ça, c'est ça que vous devez croire, ça ne marche pas. L'islam de France, ça ne marche pas. Il n'y aura jamais d'islam de France. À mon avis, selon moi, il n'y aura pas d'islam de France. Il y aura un islam qui est une religion malgré tout qui communautarise beaucoup dans un pays. C'est pour ça qu'il faut les laisser au stade de minorité et de toute petite minorité. Mais une fois qu'on aura fait des Français, théoriquement, on n'a pas besoin d'intervenir dans le dogme religieux. Il peut y avoir un très bel islam, hein, l'islam soufi de René Guénon, ça peut être un bel islam, mais bon, soyons honnêtes, c'est un islam de 0,0001% de la population. Moi, je me sens pas capable, et je crois pas que ce soit du devoir du roi, d'intervenir dans la religion de ces gens. Par contre, tout comme le roi, comme Louis XIII et Louis XIV avec les protestants, il faut être très clair immédiatement sur le fait qu'ils ne seront pas un État dans l'État, ils ne seront jamais un État dans l'État. Et si on pouvait éviter d'en arriver au moment où ils sont devenus un État dans l'État et où il faut faire le siège de La Rochelle, ce serait mieux pour tout le monde. D'accord. Alors, on me précise également que les Russes pourtant ont adapté l'islam, qu'il y aurait justement une adaptation de l'islam en Russie. Et donc la personne qui a posé la question faisait un rapport avec comment Poutine instrumentalise les religions. Oui, il y a pu avoir une adaptation de l'islam aussi. C'est vrai que l'islam en Russie est très différent de l'islam qu'on peut voir dans d'autres pays. Mais est-ce que c'est nécessairement une intervention de l'État qui a changé le dogme, ou est-ce que c'est justement l'espèce d'isolement dans lequel sont laissés les musulmans russes, hormis tchétchènes, par rapport aux autres populations musulmanes des autres pays, qui leur fait changer leur dogme autour de leur religion? C'est tout ça, la question est là, quoi. Après, j'ai été en Russie, j'ai côtoyé des musulmans russes et très honnêtement, la plupart du temps, j'étais incapable de dire s'ils étaient musulmans avant qu'ils me le disent. Ah très bien, oui, si c'est à ce point-là, en effet, ça montre quand même un certain degré important, d'acculturation. Voilà. Alors après une question peut-être plus, pratique, c'est comment le cercle Richelieu compte-t-il s'y prendre pour, influencer, faire comment dire? Mettre, dans le débat politique à l'heure actuelle ses idées? Est-ce que c'est une stratégie, par exemple, comme d'autres think tanks, qui veut juste influencer les partis pour donner des pistes, des solutions? Ou est-ce que vous comptez sur le long terme vraiment créer comment dire, un grand mouvement politique et essayer d'imposer vos idées? Ou est-ce que ça va être plutôt, comment dire, par le système républicain? Comment vous pensez y arriver? Alors, déjà, absolument pas par le système républicain et absolument pas par le système des élections. Nous allons publier, comme on l'a dit, des textes. On va aussi publier des vidéos sur notre compte YouTube et on veut vraiment essayer de gagner de la notoriété avec ça, avec nos réseaux sociaux, puisque maintenant c'est une arme, hein, et il faut savoir l'utiliser. Mais voilà, nos textes seront à la disposition de tout le monde. Et on ne croit pas du tout en fait à influencer soit des grands partis politiques, soit des groupements royalistes. On pense simplement à agir au niveau individuel. Voilà. Petit à petit, pousser des gens à se rendre compte que le royalisme est une opportunité. Déjà, sur notre compte YouTube, on a réussi quelques personnes, une poignée de personnes. Là, on est 775 actuellement sur notre compte YouTube, sur notre chaîne YouTube. Mais on a réussi à influencer pas mal de gens pour les pousser un peu plus vers le royalisme, vers s'interroger sur une possible restauration française. Ça passera pas par les élections, ça passera pas par un parti politique qui arrive au pouvoir et qui un jour envisage la restauration elle. Surtout ne faisons pas l'erreur des Serbes qui ont cru simplement parce qu'ils avaient une majorité de la population qui était pour l'établissement royaliste qu'un parti à un moment de Serbie prendrait connaissance de ce fait et du coup déciderait de rétablir la royauté. Ça n'arrivera pas. Aucun parti dans la République ne rétablira la royauté et aucun groupement royaliste n'est assez fort pour espérer rétablir la royauté par le truchement de la démocratie. Des événements vont arriver un jour, nous le supposons, des événements qui conduiront à une nouvelle révolution et à ce moment-là, on aura le choix entre une 6e République ou autre chose. Et nous, on veut faire en sorte qu'à ce moment-là, il y ait de plus en plus de gens qui se disent « nous, on préfère autre chose qu'une 6e République ». Et cette autre chose, ça devrait être la royauté.
Et vous savez, cette décision de rétablir la royauté, elle sera de toute façon le fait d'une minorité, tout comme la décision d'établir une république a été le fait d'une minorité. Donc influençons cette minorité, faisons grandir nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, permettons à plus en plus de gens de nous lire, d'avoir accès à nos textes, d'avoir accès à notre pensée. Et voilà, petit à petit, quelque chose va se passer. Vous savez, moi, je suis très fier de pouvoir dire que personnellement, dans ma famille et dans mes amis, j'ai converti 7 personnes au royalisme. Et je me dis, mon Dieu, c'est déjà pas si mal quand on sait qu'on est moribond. Et je me dis, ces 7 personnes-là, je sais qu'il y en a au moins 2 ou 3 sur ces 7 qui donneraient leur vie, vraiment objectivement, pour rétablir le roi. Et je me dis, ça, c'est déjà un truc peut-être qui fera notre force par rapport aux tenants de la République. Pour les tenants de la République, il n'y aura pas grand monde qui sera capable de donner une goutte de sang pour établir une sixième République, alors que pour les tenants de la royauté, il y en a qui ont rêvé de ça toute leur vie, et même qui ont rêvé de ça pendant plusieurs générations. Mais ça, ce sera notre force. Très bien. Alors par contre, il y a peut-être des gens qui m'ont fait des remarques en privé, ils sont peut-être assez déçus de cette stratégie. Bon, il faut quand même être réaliste, comme ça a été précisé. On va pas prendre l'Élysée demain. C'est pas après-demain qu'on va installer un roi sur le trône de France. Absolument, oui. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont d'autres questions? Une fois qu'on a, j'ai envie de dire, une fois qu'on a pris l'Élysée, une bonne partie du boulot est fait. Parce que si on arrive jusqu'à l'Élysée, c'est qu'on a le symbole avec nous. Si on a l'Élysée, théoriquement, il y a des chances qu'on ait Matignon et qu'on ait un petit peu les grands symboles du régime. Et dans ce cas-là, comment garder le pouvoir? Je suppose que l'armée se ralliera à celui qui tiendra les grands lieux de pouvoir, celui qui incarnera le pouvoir, ou celui qui aura la parole du pouvoir à ce moment-là. Et si on est à l'Élysée, si on est à Matignon, si on est à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans ce cas-là, si on tient ces grands lieux, l'armée se ralliera, à mon avis. Moi, j'ai de forts liens avec l'armée. Je sais qu'il ne faut rien attendre des généraux, mais je sais qu'il y a beaucoup à attendre des sous-officiers et des officiers qui, même s'ils ne sont pas nécessairement tous royalistes, ont par contre un très fort sentiment nationaliste en eux et aspirent à autre chose que ce que nous vivons à ce moment-là. Donc, si une force comme celle du roi de France, comme celle de quelqu'un qui se proclame en tout cas le roi de France et qui a de justes raisons de le faire en étant un prétendant légitime au trône, se trouve à l'Élysée, beaucoup de choses se passeront à côté. Et puis si les royalistes et les nationalistes font front commun devant l'Élysée, devant Matignon, devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, pour garder ces grands lieux du pouvoir, je pense qu'on sera inarrêtable. Mais ça ne passera que par là. Ça ne passera jamais par un processus électoral. Il ne faut jamais attendre le processus électoral. Ça a été la grande erreur des royalistes en Serbie, alors qu'ils étaient majoritaires dans la population au moment de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Et je peux en parler, je fais ma thèse en partie sur ça. Ils ont attendu. Maintenant, leur famille royale, elle fait des photos dans Gala, dans Voici, etc. Et c'est une erreur d'avoir attendu. Oui, alors le coup de force, ça ne veut pas dire nécessairement que nous, on prend les armes et qu'on attend que le coup de force arrive, enfin qu'on fasse le coup de force, mais ça veut dire qu'à un moment, il y aura des événements et il faut être préparé à ces événements. Ces événements, ça peut être un choc économique majeur, ça peut être la fin de la Ve République pour être remplacé par une Sixième République, genre 5 républiques en 200 ans. C'est obligé qu'à un moment ou à un autre, il y ait une Sixième République. Ça ne passera pas par le processus électoral. C'est impossible. Voilà, c'est croire ça, c'est une illusion parce que nous avons trop de force contre nous pour jouer sur le processus électoral. Et la population française, le peuple français, même si j'aime le peuple français de tout mon cœur, si je considère chaque Français comme étant mon frère ou ma sœur, le peuple français n'est pas assez instruit actuellement pour que la majorité puisse souhaiter quelque chose, le revendiquer et l'obtenir. Donc ça passera automatiquement par autre chose. Si ce n'est pas par un processus électoral et pacifique, ce sera par un processus violent, mais violent, ça peut durer une journée comme ça peut durer 6 mois. Espérons que ça ne dure qu'une journée.
Oui, alors impossible de rester sur cette note, assez pessimiste. Alors est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, apparemment non. Alors par contre, on m'envoie des messages disant que, certains ont des problèmes de connexion. Mmh. Alors nous avons reçu énormément de questions par contre, enfin des questions, des remontrances, à l'écrit. Mmh. Depuis tout à l'heure, il y a un débat qui se passe, notamment, contre l'Action française, Ah! ainsi que d'autres mouvements royalistes. Alors quelle est, la position du Cercle Richelieu par rapport, pour rester dans le thème de la question, de la pensée maurassienne et notamment le coup de force raté, du 6 février? Parce que là, il y a une opportunité justement et quelle est l'analyse du Cercle Richelieu sur ce moment clé où on aurait pu retourner en royauté, mais ça ne s'est pas fait? Alors, sur Maurras, premièrement, au Cercle Richelieu, on admire l'homme de lettres, on admire, l'homme de la pensée, politique. On admire évidemment moins l'homme d'action. On a raté le coup le 6 février 34, c'est sûr. Pour le comprendre, il faut en fait peut-être lire Si le coup de force est possible de Maurras, qui était en préambule, on va dire, de son grand ouvrage Enquête sur la monarchie. En fait, Maurras, il fixe plusieurs scénarios, deux grands scénarios surtout, et après quelques petits scénarios, sur les possibilités d'un coup de force, justement. Et il dit d'un côté, pour que le coup de force soit possible, dans le scénario 1, il faudrait qu'on ait avec nous le maître de la situation à l'heure dite. C'est-à-dire, il faudrait qu'on ait Talleyrand ou Fouché en 1814, en quelque sorte, en 1815. Donc il faudrait qu'on ait le mec qui dirige la France, ou presque, au moment du coup de force. Bon, voilà. Deuxième scénario, il dit pas besoin d'avoir le maître de la situation, on peut avoir simplement le maître de la rue ou de l'avenue, ou voilà, le colonel du régiment, le général de la brigade, etc., qui garde tel endroit, qui garde l'Assemblée nationale, qui garde le Sénat, et qui là d'un coup est avec nous, prend ses hommes et fonce vers le Sénat. Je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que Maurras n'a pas vu ces critères, en quelque sorte, dans les événements du 6 février 1934. Maurras, c'était un homme, voilà, qui voyait les choses d'une certaine manière et qui n'imaginait pas qu'elles puissent se passer d'une autre manière. 6 février 1934, les choses lui ont échappé à un moment. Il n'était plus maître de la situation. Et il savait qu'il ne pouvait pas nécessairement compter sur le maître de la France à ce moment-là, ou sur un colonel ou un général qui viendrait le rejoindre et qui prendrait le palais Bourbon, le palais de l'Élysée, etc. pour lui. Donc, il a reculé. Moi, c'est l'analyse que j'en fais un petit peu de la situation. C'est une grave erreur de Maurras, parce que la chance ne repasse jamais deux fois devant votre porte. Et quand on tente un coup, on doit le tenter jusqu'au bout. Et malheureusement, Maurras ne l'a pas tenté jusqu'au bout. J'ajouterais que Maurras, il n'a pas été maître de la situation, mais d'autres révolutionnaires, à d'autres endroits, ont su créer les conditions propices pour leur révolution nationaliste, conservatrice, etc., etc. Et je pense notamment au Sinn Féin en Irlande. On a probablement tous entendu parler des Pâques sanglantes de 1916, de la grande révolte des Irlandais, etc. Il faut comprendre que quand les Irlandais, quand les différents mouvements irlandais, alors à l'époque c'était pas tout à fait le Sinn Féin, il y avait le Parti communiste irlandais, mais il y avait aussi les royalistes irlandais, il y avait les nationalistes irlandais, il y avait des tas de gens, se regroupent tous ensemble pour, en Pâques 1916, prendre la grande poste de Dublin. Ils ne sont rien dans le pays. Ils ne sont rien. Ils ne représentent rien. Mais ils vont créer, eux, les conditions de leur victoire. Ils se font massacrer par les Anglais, leurs principaux chefs se font massacrer, les Irlandais qui s'en foutaient, mais complètement d'eux et d'obtenir leur indépendance, d'un coup, en quelques années, ils vont tous devenir de grands patriotes, de grands nationalistes. Le Sinn Féin, Michael Collins, Eamon de Valera, ils ont réussi, Arthur Griffiths, ils ont réussi à créer les conditions de leur victoire. Maurras, il a attendu que les conditions théoriques de la victoire soient rassemblées pour l'emporter. Et ça, c'est une grave erreur. Surtout quand on veut faire la révolution. Oui,
Mmh. Oui, vous avez raison, mais on voit l'erreur de Maurras. Enfin, pour moi, on voit, j'ose le dire à mon modeste niveau, hein, je ne me compare pas à Charles Maurras, mais on voit l'erreur de Maurras. C'est l'exemple que je vous donnais avec le Sinn Féin. Vous me dites, Maurras, quand il a tenté, ils étaient 1,5 million. Et vous avez tout à fait raison. Les Irlandais, quand ils ont tenté leur coup en Pâques 1916, ils étaient 2 000 à Dublin et à peu près 1 millier dans le reste du pays. Quelques années plus tard, je crois en 1922, 23, je ne sais plus, dans ces eaux-là, ils avaient leur indépendance, ils avaient leur autonomie, en tout cas. Et dans les années 40, ils ont eu, après, dans les années 30, 40, ils ont eu leur indépendance. Ils ont fait ça avec 2 000 hommes. Le problème, c'est que, encore une fois, Maurras, il a attendu que toutes les conditions de sa réussite soient réunies, ce qui n'est pas possible. Et je suis d'accord avec vous. Le chef de régiment, on l'aura jamais avec nous. On l'aura jamais avec nous. Donc, n'attendons pas que toutes les conditions prévues par Maurras soient remplies et essayons d'imaginer, enfin, essayons d'attendre le déclic, le moment où il nous semblera propice pour peut-être prendre notre destin en main, comme a pu le faire les Irlandais, comme l'ont pu le faire les Irlandais à leur époque. Vous vous rendez compte, vous vous dites, Maurras, 1,5 million, il n'y arrive pas. Les Irlandais, 2500, 3000, quelques années plus tard, ils étaient indépendants. Et en plus, ça n'a pas été une indépendance vaine. Aujourd'hui, elle est vaine parce qu'ils sont dans l'Union européenne, parce qu'ils ont raté plein de choses. Mais par exemple, le gaélique, qui était une langue qui était parlée plus que par 1,5% de la population au tout début du XXe siècle, est aujourd'hui parlé par pratiquement 70% de la population irlandaise. Donc ça n'a pas été une révolution vaine. Mais on n'aura pas le chef de régiment avec nous. Ça, c'est sûr. On l'aura pas. Par contre, si on le met devant le fait établi, il sera avec nous. Parce qu'il n'est pas plus attaché à la République qu'à la royauté. Ça te convient comme réponse, Pseudolès? Merci à toi. Ah oui, bien sûr, fais-toi plaisir. D'accord. Bah, de toute façon, moi je suis plutôt pour ce genre de rencontre et j'estime qu'ils ont eu raison de faire ça à l'époque parce qu'il fallait créer une force particulière et cette force, ils ont réussi à la créer. Ils n'ont pas réussi à l'utiliser, mais ils ont réussi à la créer. Quelle force incroyable quand même, 1,5 million de personnes, incroyable. C'est ça qu'il faudrait essayer de recréer. Et ils ont eu l'arme, mais ils n'ont pas su l'utiliser. Mais ils ont su créer l'arme. Et ça c'était génial. Ça, c'était génial. Il fallait quelqu'un qui sache utiliser cette arme. Mais on l'a pas eu. C'est ça, c'est ça. Mmh. Ah bah, là, il est effectivement à définir, ce plan de bataille. C'est déjà, soyons honnêtes, nous sommes faibles. Nous sommes extrêmement faibles. Les royalistes et même au-delà de ça, les véritables nationalistes n'ont jamais été aussi faibles dans toute l'histoire de France. Donc, on n'a pas beaucoup de cartouches. Donc ne les gâchons pas inutilement. On peut pas, ça n'aurait aucun sens, par exemple, de prendre le maquis aujourd'hui, d'essayer de tenir une plaine, une montagne, etc., avec quelques hommes, et essayer de s'organiser un petit peu en résistance, type 1941, 42, 43, 44, 45. On peut faire qu'une chose, c'est attendre. Il y avait un roman qui était sorti par le collectif Solon il y a pas longtemps, je crois que Michel Drac y avait participé, qui s'appelait Eurocalypse et donc qui mettait en avant des individus qui s'organisaient dans un mouvement qui s'appelait la fraction. Ils devenaient des fractionnaires, et ils s'organisaient en espèce de sous-communauté, en quelque sorte, et ils attendaient leur moment. Alors, ils disaient, nous, on n'attaque pas l'État, on n'a pas les moyens, on n'attaque pas l'État, on attend.
Donc on attend, on attend. La merde arrive, les problèmes arrivent, la guerre civile arrive, et eux, ils sont organisés. Et je pense que nous, ça doit passer par ça déjà. Ça doit passer par notre organisation, par la création d'une contre-société royaliste attirée nationaliste. Voilà. J'avais donné un exemple à un moment sur ma chaîne. À la fin de la guerre entre le Royaume-Uni et les indépendantistes du Sinn Féin, il n'y avait plus un Irlandais qui allait devant les cours de justice anglaises. Ils avaient trop peur. Ils allaient que devant les cours du Sinn Féin. Tous. Parce qu'ils savaient que s'ils n'y allaient pas, c'était une balle dans la tête le lendemain. Il ne s'agit pas évidemment de faire peur aux gens. C'est pas ça. Mais il s'agit de nous, à notre niveau, en tant que nationalistes et royalistes, s'organiser pour avoir nos propres juridictions, pour avoir nos propres communautés, pour avoir nos propres représentants, pour entre guillemets, constituer une famille, quoi. Constituer une famille soudée, pour créer notre propre communautarisme. Et une fois qu'on aura réussi, entre guillemets, à éradiquer le communautarisme qu'on a réussi à éradiquer les ennemis de la France, les ennemis de la couronne, qu'on a réussi à rétablir un petit peu la royauté française et les possibilités d'une politique véritablement nationale, eh bien dans ce cas-là, notre communauté n'aura plus de sens et on pourra à nouveau se fondre dans la communauté nationale. Mais pour l'instant, on est trop faible. On est des enfants qui sont en train de mourir. On n'est plus rien. On ne compte plus. On n'est même plus un sujet d'humour. On n'est plus rien. Donc, mettons-nous ensemble, construisons des communautés ensemble, redevenons un peu plus forts, et le moment où les choses s'écrouleront pour la République, et ce moment arrivera ben là, on sera, je pense, suffisamment fort pour prendre, entre guillemets, notre revanche, mais surtout pour essayer, dans la mesure du possible, de sauver la France. La royauté est plus grande que le roi. Le trône est plus grand que celui qui l'occupe. On n'arrivera pas à se mettre d'accord. J'ai vécu pendant des années et des années, j'ai vécu ces grands débats autour de la table que tous les royalistes ont connus. Non, c'est les Bourbons d'Espagne qui sont légitimes. Non, c'est les Orléans à Paris, le comte de Paris, etc., qui sont légitimes. On n'arrivera pas à se mettre d'accord. Donc ça n'arrivera pas. Donc autant ne pas essayer, parce que c'est une perte de temps vaine. Je l'ai connu pendant de nombreuses années. Autant passer à autre chose. J'ai envie de vous dire à un moment, même si moi j'ai mon prétendant dans la tête, je vais pas le donner, mais j'ai mon prétendant, j'ai envie de vous dire à un moment, est-ce que ce serait pas plutôt aux prétendants de montrer qu'ils sont dignes du trône de leurs ancêtres? Voilà, c'est ça. C'est un moment, j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre des braves gens qui sont là en train de se disputer autour d'une table pour savoir si c'est l'un ou l'autre. À un moment, moi j'ai mon prétendant en tête, mais je vais vous dire une chose. Si l'autre prétendant arrive et me démontre qu'il est un grand roi, qu'il surpasse ses ancêtres, qu'il est celui qui va rétablir la royauté, je plierai le genou et je prêterai serment. Ça dépend des prétendants, ça dépend pas des militants. Mmh. Oui, oui. Alors alors très honnêtement, il y a des tas de gens qui le font et qui le font bien. Le problème, c'est que souvent, ils le font contre beaucoup d'argent, mais parce que ça demande beaucoup d'argent d'avoir une véritable formation militaire adéquate. Moi, je peux vous dire que je gère des PM, en fait, des préparations militaires. C'est-à-dire que je formais, j'ai pas été renouvelé pour cette année. On se demande pourquoi. Je formais des jeunes gens de 16 à 18 ans, enfin plutôt de 17 à 18 ans, en fait, qui voulaient intégrer l'armée et qui voulaient commencer du coup par faire une préparation militaire qui les ferait rentrer dans la réserve. Et après cette réserve, ils pourraient demander à être activés. Donc, s'il y a des gens un petit peu anciens parmi vous, ils ont peut-être connu ça au moment de leur service militaire, si vous voulez aller un peu plus loin que simplement leur service militaire.
Et très honnêtement, même avec les moyens de l'armée, la formation est nulle, mais vraiment nulle. C'est-à-dire que si on arrive à les faire tirer 2 fois, c'est magnifique. Donc c'est très compliqué d'organiser des formations sécurité. Dans les années 90, des groupes proches du Front National et du Cercle Saint-Louis essayaient d'organiser ça, mais c'était très compliqué de trouver des gens assez motivés, de trouver des gens qui partaient avec une base quand même, parce qu'il faut une base physique pour suivre un entraînement militaire, même basique, et il faut des moyens. Et donc, bon, Jean-Marie Le Pen et d'autres ont financé généreusement pendant quelques années ce type de formation qui s'est arrêté aujourd'hui. Et soyons honnêtes, si on initiait ce type de formation, on serait directement sous le regard des services de renseignement français. Et pour le coup, ils n'auraient pas nécessairement tort de nous fliquer, mais ce serait très compliqué, quoi. Très bien. Alors, pas d'autres questions? D'accord. Novus et Psaume, ou même Pseudolès, hein, pas d'autres questions? Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour des Oui, questions. exactement. J'étais en train de regarder mes messages privés. Bon, il y a rien. Alors, peut-être, également pour terminer, juste, si cela, t'intéressait de répondre, à ce qui est dit dans la cour Alors, peut-être, écoute, à tout à titre de l'heure, vous avez conclusion? parlé de plans de bataille possibles. Alors, Je sais qu'est-ce qui est dit évoquer dans les la plans de cour, en bataille, fait? Je... Alors, ça c'est le donne salon, la cour, il y a domaine royal et il y a la cour, une personne qui, même si Ah, les voilà. même si les Français a une plus haute estime, d'Hitler, que de Maurras apparemment. Alors, je sais très bien que c'est ce qui gangrène un petit peu notre milieu, c'est le fait que pour certains, il y a une admiration plus prononcée pour l'envahisseur allemand, néo-païen que pour, la tradition française. Alors peut-être un dernier mot pour eux justement à titre de conclusion? Alors, les religions, comme toute forme de spiritualité, ne doivent pas être moquées. Et le paganisme contemporain est une moquerie. C'est-à-dire qu'il n'a aucun lien avec aucune forme de spiritualité. Pourquoi? Parce que les principes primordiaux qui fondent chaque religion et qui fondaient les religions païennes dans le passé ont été perdus pour ces religions, parce qu'il n'y a pas eu de lien entre le passé et aujourd'hui. Donc, essayer de les recréer, c'est du fictif, comment dire, c'est une vue de l'esprit. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est se faire plaisir entre guillemets parce que la religion catholique est perçue comme étant une religion de faible, alors que ce n'est pas le cas. Si je peux me permettre cette phrase, je sais que la courtoisie de rigueur sur votre Discord et j'espère ne pas offenser en disant on a quand même foutu une belle branlée à tous les autres peuples païens et imposé notre religion, donc c'est qu'on ne doit pas être si faible que ça. Et aujourd'hui, ceux qui se réclament païens, généralement, ne le font que par rapport à une certaine image de ce qu'ils croient être le paganisme et qui n'a aucun rapport avec ce qu'il était réellement. D'ailleurs, personne ne sait réellement ce qu'il était, puisqu'il est ce qui fondait le paganisme a été grossièrement perdu. Et des mecs qui ont consacré leur existence entière à essayer de se fonder une image assez claire de ce que pouvaient être les anciennes religions, bah, ils ont beaucoup de mal à ça. Des mecs comme Julius Evola, comme René Guénon, comme même en Inde, Sri Aurobindo, bah, ils ont eu beaucoup de mal, malgré tout. Et ils ont passé leur vie entière à ça. Oui. D'accord, très bien. Bon, bah, du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons donc, en finir là. Alors, je tiens à remercier le Cercle Richelieu donc, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. De ce que j'ai vu en message privé, il y a des personnes qui ont été, séduits et j'invite grandement nos membres à, participer, au Cercle Richelieu, à également, s'abonner à la chaîne YouTube et pourquoi pas également à, mener, comment dire? Des projets conjoints dans le futur avec le Cercle Richelieu, étant donné que nous avons des objectifs, convergents, même si nous avons des méthodes différentes et une ligne différente, mais
En tout cas, ce sera avec grand plaisir que je me tiens à la disposition du Cercle Richelieu ainsi que l'équipe de Pour la Nation. Voilà. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Franchement, ça a été très agréable. Il y avait plein de questions extrêmement intéressantes. Et je précise juste que j'ai une émission particulière sur la chaîne qui s'appelle Discussion avec des royalistes. Et donc, j'invite tous les royalistes qui le souhaitent à venir expliquer pourquoi ils sont royalistes sur ma chaîne. Et d'ailleurs, même avec ceux qui ne sont pas royalistes, s'ils veulent venir m'expliquer pourquoi ils ne sont pas royalistes et pourquoi ils sont plutôt nationaux conservateurs, nationaux de gauche, etc. L'émission est ouverte et j'accueille toujours tout le monde avec grand plaisir. Et on a eu déjà plusieurs émissions sur le sujet, ça s'est très bien passé. Voilà, alors du coup, j'espère que vous avez pris note de cette invitation et également, même ceux qui nous écouteront en replay, j'espère également que vous avez pris en compte cette invitation, notamment les personnes dans la cour qui font plus une apologie, là encore, d'une idéologie étrangère à la nôtre. Et pourquoi pas justement venir en débattre avec le Cercle Richelieu. Bien, alors merci beaucoup et puis bonne nuit du coup, bonne soirée à tous. C'est le but, hein, normalement. Et puis à très bientôt j'espère pour un autre débat, pourquoi pas avec le Cercle Richelieu. À très bientôt et merci à tous et pour tout.